Dans un premier temps, je voudrais remettre en perspective cette question de la valeur, telle que je l'ai fait dans le premier article de l'ouvrage, qui s'intitule Prolégomène. Et je partirai donc de cette phrase de Barthes qui est bien connue, tirée du bruissement de la langue, « La littérature ne va pas de soi ». Et on sait que c'est une interrogation de ce type, la littérature ne va pas de soi, qui est bien le point de départ de cette question posée à deux reprises, au moins, et pour les plus célèbres, par Charles Dubos et par Sartre, qui en a fait le titre d'un ouvrage. Assurément, si l'on considère la littérature pour essayer de la définir, on sera d'accord avec Emmanuel Fraisse et Bernard Mouralis dans leur ouvrage Questions générales de littérature pour dire que la littérature est une notion toujours mouvante, mais en même temps l'objet de sentences qui se veulent toujours sans appel. Ceci est ou ceci n'est pas de la littérature dépend de quoi ? Et Emmanuel Fraisse ou Bernard Mouralis montrent bien que l'on s'expose soit à tomber dans le dogmatisme, soit dans une subjectivité sceptique, soit au mieux, disent-ils, à se cantonner à des approches étroitement historicistes de la littérature. Or, pour répondre à cette question, qu'est-ce que la littérature ou qu'est-ce que le littéraire, qui serait une question différente, bien entendu, si l'on part du clivage ou de la double définition bien connue de littérature et de littérarité, qui est l'enjeu du littéraire, on peut considérer qu'il y a une proto-histoire à cette question, qu'est-ce que la littérature ou qu'est-ce que le littéraire ? Cette proto-histoire, c'est qu'est-ce que la valeur d'une œuvre littéraire ? Si on n'a pas d'abord posé la question de la valeur de l'œuvre littéraire, on ne peut pas envisager une définition du littéraire ou de la littérature. Et puis, en amont encore, il s'agit de voir quelles sont les valeurs qui permettent de définir cette valeur, cette notion de valeur. On ne peut pas attribuer une valeur à tel ouvrage ou à tel auteur si on n'a pas défini auparavant les valeurs sur lesquelles cette valeur serait définie. Donc, qu'est-ce qui peut faire la valeur d'une œuvre littéraire ? Les pistes sont nombreuses. Est-ce que c'est l'homme biologique et son être au monde ? Pour ceux qui considèrent que la charge psychanalytique et ou sociologique est très importante pour aborder la littérature. Est-ce l'écrivain ou plutôt l'auteur ? Cet être intermédiaire entre chair et papier, un pied dans le monde, l'autre dans l'encre, et son relais textuel, le narrateur ou la voix lyrique. Est-ce le texte, et rien que le texte tout seul, sa littérarité ? Ou est-ce le lecteur enfin retrouvé, le nouveau personnage littéraire entre narrateur construit par le texte et le lecteur réel, en passant par les fameux lecteurs virtuels, le lecteur implicite, le lecteur abstrait, le lecteur modèle, etc. Si l'on prend des ouvrages de critique littéraire les plus, on va dire, les plus généralistes, ceux qui sont dans des collections correspondant à la formation que vous suivez chez tel ou tel éditeur, je pense en particulier à Elisabeth Ravoux-Rallo ou à Anne Morel, on voit bien que toutes les questions qui sont posées en termes de type de critique qui se situent soit du côté de l'auteur, soit du côté du texte, soit du côté du lecteur, ces questions-là supposent toujours derrière celle de la valeur de l'œuvre littéraire. Et on n'accorde pas la même valeur à une œuvre littéraire selon le côté que l'on choisit pour l'évaluer, à moins de paramétrer une évaluation qui serait une évaluation plurielle en rapport avec la lecture plurielle de Barthes, c'est-à-dire utilisant différents paramètres et ne privilégiant aucun particulièrement. Quand Elisabeth Ravoux-Rallo, dans son ouvrage Méthode de critique littéraire, envisage les différentes méthodes, elle ne fait pas autre chose, sans jamais pourtant prononcer le mot valeur, que, en quelque sorte, poser les différents discours qui peuvent contribuer à l'élaboration d'une définition de la valeur de l'œuvre littéraire. Quel système influence la valeur ? Est-ce que ces systèmes sont des systèmes infaillibles ? Voilà donc les questions qui sont posées. Qui détient le levier de la valeur ? Alors,
d'ouvrage en ouvrage, on voit que les questions fusent toujours. L'auteur, le lecteur, le genre a-t-il plus de valeur que tel autre? Tel genre a-t-il plus de valeur que tel autre? Est-ce la même démarche que d'évaluer un auteur, un texte, un ouvrage ou une œuvre? Le texte littéraire doit-il se différencier du texte scientifique pour avoir de la valeur? L'écriture doit-elle avoir un primat incontestable sur le savoir et le contenu qui le représente? La valeur d'une œuvre littéraire, d'un bon roman par exemple, tient-elle à la chaîne de ses référents situationnels ou à ce qu'ils deviennent transformés en référents textuels? La présence d'une dimension métalinguistique ou d'une portée métalittéraire est-elle la clé de la consécration et de la valeur? Que dire encore des phénomènes tels que l'édition, l'institution littéraire, la commercialisation, la distribution, la critique elle-même, en termes de valeur? Est-ce que cela ajoute de la valeur? Est-ce que cela retranche de la valeur? Enfin, à quel moment la valeur apparaît-elle entre communication langagière et communication littéraire, entre langue et littérature? Est-ce que la valeur est déjà dans le code linguistique? Est-ce qu'elle naît à travers un code iconique lorsque l'œuvre est illustrée? C'est une des questions que nous verrons à travers une des communications, un des articles et donc une des communications brèves qui va être faite. Est-elle due à la langue, au style, à l'écriture, telle que les définit Barthes? La valeur n'est-elle pas constamment tributaire de toutes les perturbations, qu'elles soient d'ordre technique ou culturel, qui peuvent se glisser dans la communication littéraire au niveau de tous ces facteurs? Donc on voit que l'enjeu de toutes ces questions est important. Et il est d'autant plus important que, en aval, il en découle d'autres questions qui sont qu'est-ce qu'une œuvre majeure ou qu'est-ce qu'une œuvre mineure? Faut-il accepter cette idée d'œuvre majeure et d'œuvre mineure? Et puis également d'écrivain ou d'auteur mineur et majeur? À quel titre peut-on parler de géant, de sommet, de génie, de phare? Est-ce qu'il y a plus largement une grande et une petite littérature? Ou est-ce que la littérature est une et en quelque sorte identique? Et puis, les chefs-d'œuvre, est-ce que cela existe, un chef-d'œuvre? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un chef-d'œuvre? Il se trouve qu'en ce mois de janvier, un ouvrage vient de sortir de Charles Danzig à propos des chefs-d'œuvre, qui pose donc la question, ou du moins qui soulève la question des chefs-d'œuvre. On pourra en discuter tout à l'heure. Un de mes collègues ici présent a amorcé le débat avec moi tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire littérature et paralittérature? C'est bien le prolongement de la question de la valeur. Certains disent même qu'ils peuvent même parler de non-littérature. Est-ce que les œuvres ont des valeurs diverses? Qu'est-ce qui fait les classiques? Comment se constitue un panthéon? Qu'est-ce qu'un canon? Comment se situent les avant-gardes, les arrière-gardes par rapport à tout cela? Qu'est-ce qui contribue à fabriquer des anthologies ou des florilèges? Dès lors que l'on envisage donc des questions d'œuvres majeures ou d'œuvres mineures, il y a bien évidemment des enjeux très importants, et c'est ce qui conduit certains à parler plutôt d'œuvres minorées, d'œuvres dépréciées, d'œuvres enfouies, d'œuvres sous-estimées, donc qui peuvent toujours éventuellement être sauvées, réapparaître avec leur vraie valeur, et pas nécessairement des œuvres ratées, même si pour Pierre Bayard, l'œuvre ratée peut exister. Les intronisations, les exclusions ont scandé le cours de l'histoire littéraire, on le sait, et par conséquent, on comprend bien que la littérature est constamment évaluée, réévaluée selon des échelles différentes, selon les modes parfois, les discours. Et à partir de là, est-ce qu'on ne peut pas considérer que toute œuvre finalement est fécondable, est constamment fécondable, et pas fécondée une fois pour toutes, et donc fécondée pour le bien ou pour le pire? Lorsque nous reprenons différents ouvrages de littérature,
toutes les questions qui sont posées supposent ce mot valeur. Mais le mot valeur n'est pas toujours présent, il n'est pas toujours là, écrit, noir sur blanc dans les études. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité m'entourer de contributions pouvant essayer de cerner cette notion pour essayer de la voir un peu mieux.